Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ces épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser les pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro, ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Gaëlle mène une vie heureuse avec son amoureux et leurs 2 fils. Son bébé, Robin, n'a pourtant que 7 mois lorsqu'il arrive un soir aux urgences pédiatriques en grave détresse respiratoire. Gaëlle ne le sait pas encore, mais les crises d'asthme rythmeront désormais son quotidien et l'amèneront sans cesse à l'hôpital pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, Gaëlle nous raconte l'impact de cette épreuve sur sa vie et la façon dont elle a appris à écouter son intuition. Le changement complet de leurs habitudes de consommation, son saut dans l'entrepreneuriat et la création du bouleversant podcast « Du chaos naissent les étoiles » pour que d'autres parents puissent aider leurs enfants. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Laura, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors je m'appelle Gaëlle, j'ai 36 ans, j'habite en proche banlieue parisienne avec mon chéri, avec nos 3 petits garçons, Noah, Robin et Sacha, donc qui ont respectivement 5 ans et demi, 3 ans et 2 mois. Je travaille dans la maroquinerie depuis à peu près une 12aine d'années, en développement produit et en stratégie marketing. J'ai été salariée jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi. Période pendant laquelle j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, de poste. J'ai travaillé dans le luxe et aussi pour des marques un peu plus moyen de gamme. Et aujourd'hui, je suis à mon compte, toujours dans le même domaine, et je suis en train de créer ma propre marque de maroquinerie éco-responsable. Chouette, j'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas chez toi. Non. Est-ce que tu peux me parler de la petite Gaëlle, comment elle était et comment elle imaginait sa vie plus tard, si tu t'en souviens ? Alors, ce dont je me souviens, c'est que j'étais super sérieuse. J'adorais aller à l'école, j'étais très assidue à l'école, et certainement aussi parce que mon papa n'arrêtait pas de me répéter. Alors, mon papa, il a arrêté l'école à 16 ans, et en fait, il m'a répété des centaines de fois quand j'étais petite la phrase bien cliché si tu veux avoir un bon métier plus tard, il faut bien travailler à l'école. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont entendu, celle-ci. Mais c'est vrai que chez nous, elle était importante parce que je pense qu'en fait, il me souhaitait de faire les études que lui avait pas forcément pu faire. Et j'ai compris très tôt, en fait, que les études et mon parcours professionnel, ça pouvait être, en fait, la clé, tu vois, pour me construire la vie dont je rêvais. Et j'ai écouté dans un de tes épisodes, celui où tu interviews le CEO du programme Chance que tu as suivi. Ouais. Tu sais, je sais plus, Ludovic, je crois qu'il s'appelle. En fait, il a dit une phrase qui a vraiment résonné. Je me suis dit que ça serait intéressant de te le dire. Il a dit qu'en France, il n'y a pas de mobilité sociale et que si un couple fait partie des 25% de Français aux salaires les moins élevés, il faut en moyenne 6 générations, donc 2 siècles à sa descendance pour passer au-dessus du salaire médian, je crois que c'est. Ouais. Et que tout le reste, c'est des affaires anecdotiques. Et en fait, moi, je fais partie de ces affaires anecdotiques. Et je sais que j'ai travaillé dur pour faire partie de cette tranche de population, entre guillemets, qui est pas très grande, finalement. Je sais que j'ai beaucoup de chance, mais en fait, ça te donne un peu l'état d'esprit de mon enfance. Tu vois, l'école et les études, ça a été le centre de ma vie pendant longtemps, parce que pour moi, c'était la clé de mon avenir. Et tu vois, j'étais du genre à faire mes devoirs le vendredi soir en rentrant de l'école, par exemple. Très fun. Donc mon papa, qui son petit rituel, c'était de faire le ménage le vendredi soir, mettait les chaises sur la table comme pour laver dessous, et moi je faisais mes devoirs sur la chaise retournée. J'ai encore des images de ça. Donc voilà, donc j'étais vraiment à fond sur l'école, quoi. Après, j'étais plutôt littéraire.
pense. J'adorais lire, j'adorais dessiner. Je dessinais beaucoup. Je passais beaucoup de temps dans ma chambre à peindre ou à dessiner. J'étais assez calme, je crois. Quand je vois les petits garçons que j'ai à gérer aujourd'hui à la maison, je me dis que la vie est injuste parfois. Mais voilà. Et puis après, au-delà de ça, j'étais pas du tout renfermée. Je pense j'étais un peu timide, mais j'étais quand même plutôt à l'aise en société. J'avais des copains. J'étais assez sociable. Je crois que j'étais déjà déterminée à me construire une vie professionnelle. Tu me demandes à quoi est-ce que j'aspirais. Je sais pas si j'aspirais à quelque chose de vraiment précis, mais je crois que je voulais me construire une vie professionnelle stable, dans laquelle je serais heureuse, qui me rendrait heureuse, enfin, qui me plairait en tout cas, tu vois, dans laquelle je prendrais du plaisir et dans laquelle je gagnerais assez d'argent pour offrir à mes enfants les études et la vie dont ils rêveraient, quoi. Donc voilà, une vie plutôt stable, mais je pense que la réussite professionnelle, alors la réussite, on met ce qu'on veut derrière le mot réussite, hein, mais en tout cas la vie professionnelle qui me permettrait de créer la vie perso dont je rêvais, et puis je rêvais d'une famille aussi, je pense. C'est joli quand même d'avoir mis très tôt la notion de bonheur dans ta vie professionnelle, parce que par rapport à ce que tu racontes, tu aurais pu te dire... je sais pas, avoir une croyance comme quoi le travail, c'est pas pour rigoler, c'est pour bien gagner sa vie, pour faire vivre sa famille. Et je trouve ça chouette que tu te sois dit dans laquelle je serais heureuse, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on se dit quand on est plus jeune. Ouais, bah je pense que je me disais en fait que je voulais les deux. C'est vrai que je suis partie en me disant que je voulais les deux. Tu vois, c'est à l'école et même en école de commerce, je voyais effectivement, tu sais, c'était l'époque où on est sorti de l'école où tout le monde voulait être trader et bosser en finance de marché, etc. Ben par exemple, j'aurais pas été capable de faire ça pour gagner beaucoup d'argent. Je me rendais bien compte qu'il fallait aussi que j'ai quelque chose qui me fasse vibrer, quoi. Ça a toujours été le cas. Après, j'ai eu cette immense chance aussi d'avoir des parents qui n'attendaient rien de moi. Et ça, je me rends compte vraiment de plus en plus, d'ailleurs, en écoutant pas mal de podcasts et aussi dans mon entourage et dans le milieu dans lequel j'évolue. Je me rends compte que c'est une immense chance d'avoir eu des parents qui n'ont rien projeté pour moi, tu vois, qui m'ont jamais forcé à faire telle ou telle étude, qui m'ont toujours laissé absolument libre sur ce que je voulais faire. Je pense qu'ils avaient une confiance aveugle. Et surtout, ils voulaient que je sois heureuse, en fait. Donc, tu vois, finalement, je le dis aussi, comme quoi ça marche, comme quoi la façon dont on élève nos enfants, ça reste. Alors, c'est aussi un inconvénient parce que finalement, j'ai évolué dans des milieux qu'ils connaissaient pas du tout, donc ils ont pas pu me conseiller. Tu vois, j'ai toujours un peu navigué toute seule. Mais bon, finalement, j'étais libre. Et je crois que ça n'a pas de prix. Ouais, c'est chouette parce que j'ai un peu les mêmes parents qui ont rien projeté pour moi, qui m'ont vraiment laissé libre de faire ce que je voulais. Tu vois, moi, j'ai pas fait un bac S, alors qu'à l'époque, ça se faisait de dire t'es bonne élève, c'est vraiment dommage de pas faire un bac S, surtout que mes parents sont médecins et que ça voulait clairement dire que je fermais cette porte-là. Ouais. Et ils m'ont rien dit, en fait, vraiment jamais. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et moi aussi, j'ai fait des études, du coup, auxquelles ils comprenaient rien, qui étaient complètement un monde à part pour eux. Et du coup, parfois, on me dit, est-ce que ton burn-out, c'est la conséquence peut-être d'une pression familiale? Ouais. Parfois, je me dis, j'aimerais vraiment bien pouvoir les blâmer, pouvoir mais la réalité, c'est que je peux pas du tout. Parce qu'en réalité, ils m'ont pas mis cette pression-là. Je me la suis créée toute seule. Ah bah pareil. Je me la suis inventée et je dois dire que même aujourd'hui, tu vois, où je réinvente ma vie à bientôt 33 ans, en repartant de zéro, là aussi, mes parents, ils me soutiennent, ils me laissent faire, ils ont confiance et ils me disent pas mais qu'est-ce que tu fais avec les études que tu as fait, mais c'est quand même dommage. Ils projettent pas du tout. Je sais pas je crois qu'ils n'ont pas ces peurs. Mais je sais pas s'ils les ont ou s'ils les disent pas, en fait. C'est une grande question, ça. Faudrait leur demander. Parce que moi, même ma sœur a fait une reconversion professionnelle aussi, et en fait, ils ont suivi, quoi. Ils ont suivi, ils l'ont soutenu. Moi, quand j'ai quitté Vuitton pour aller chez André, où j'ai entendu quand même dans mon entourage pas mal de personnes me dire mais qu'est-ce que tu fais, t'es folle. Bon eux, je sais pas, je crois qu'ils s'en fichent en fait. Finalement, ils veulent juste qu'on soit heureuse et mais bon, c'est vrai que j'espère que j'aurai autant confiance, je pense, mais j'espère que j'aurai autant confiance dans mes enfants. Je me le dis souvent, en fait. Alors du coup, on est là aussi pour parler d'un événement qui a changé ta vie, je crois, qui a commencé en 2019.
C'est bien ça? 2018, fin 2018. Fin 2018. Est-ce que tu peux nous parler de la Gaëlle que tu étais avant ça pour qu'on voit un petit peu le décor à ce moment-là? Ouais. Alors avant ça, écoute, j'avais une vie vraiment heureuse. Enfin, d'ailleurs, je te dis ça, mais j'ai continué d'avoir une vie heureuse même pendant la maladie de Robin, en fait, je crois, je me rends compte. Mais tant sur le plan personnel que professionnel, en fait, tu vois, j'ai travaillé, comme tu l'as compris, j'ai travaillé dur pendant mes études pour me construire un parcours pro qui soit solide et qui me plaisait. Donc, j'ai évolué donc dans la maroquinerie, du luxe et aussi du moyen de gamme. En fait, j'ai changé 5 fois de poste. J'ai recompté, tu vois, 5 fois de poste en une dizaine d'années. Parce que en fait, tu vois, j'avais besoin de vibrer en travaillant et qu'à chaque fois que je vibrais plus, finalement, je changeais. Mais j'ai toujours évolué. Ça s'est toujours bien passé. J'ai eu des jobs super intéressants. J'ai pris des promotions et du salaire. Donc tu vois, j'avais une vie professionnelle assez calée, plutôt sur des rails. Et en fait, j'ai rencontré mon chéri à l'EM Lyon, donc en école de commerce. Lui aussi avait construit son parcours. Et on était à un moment voilà, où on gagnait bien notre vie, où on venait d'avoir notre deuxième enfant, donc on avait quitté Paris pour la banlieue proche. Bon, je me suis un peu fait traîner en banlieue, mais finalement, je suis très contente. Et donc voilà, on avait nos jobs, on vivait bien avec nos enfants. Tout s'était plutôt bien goupillé. On avait une vie sociale épanouie. Et voilà, et un de mes objectifs de quand j'étais petite, justement, qui avait été de me construire une vie stable et heureuse, je crois que j'y étais quelque part, tu vois. Et t'en avais conscience? Et je crois que j'en avais conscience. Je crois que j'en ai toujours eu conscience, en fait. À chaque étape, je crois que j'en avais conscience, ouais. Ouais, bien sûr. Chouette. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en fait, j'étais en congé parental pour du coup mon deuxième petit garçon, Robin. Et 2 semaines avant de retourner au travail, donc en fait j'avais bien organisé mon départ en congé mat, j'avais pris un congé parental assez long pour profiter de mes garçons, surtout que mon Robin était arrivé prématurément, donc l'arrivée avait été un peu chaotique, donc j'avais pris 6 mois de congé parental à peu près, je m'étais bien occupée d'eux, tout le monde était bien replacé, recasé à sa place, on avait une vie sans accroc, tout roulait bien dans l'organisation, j'avais tout mis en place pour ma rentrée professionnelle, donc j'étais super contente de retourner au travail, parce que je fais quand même partie de ces mamans qui adorent s'occuper de leurs enfants, mais qui aussi adorent ne pas s'occuper de leurs enfants et être au travail. Donc voilà, donc on allait reprendre, en fait on allait démarrer notre nouvelle vie à 4. Et 2 semaines avant ça, Robin a commencé à être très enrhumé un jour. Ça a commencé en fin de matinée, ça s'est empiré. Et puis, on a eu rendez-vous chez le pédiatre dans l'après-midi qui nous a confirmé que ce n'était qu'un rhume. Je suis rentrée à la maison et le soir, en fait, le rhume était vraiment de pire en pire. Il a commencé à avoir du mal à respirer. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, c'était 21h30, il dormait toujours pas, il était pas bien. Donc, j'appelle le SAMU. Vraiment, je pense pas que je m'attendais à grand chose en fait, mais je savais plus trop quoi faire. Tu vois, c'est l'histoire de la petite voix qui te dit qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut agir. Et du coup, j'appelle le SAMU et en fait, il me demande si le bruit que fait mon fils c'est un raclement ou un sifflement. Il me dit si ça siffle, quand il respire, il faut partir immédiatement aux urgences. Donc là, je me rends compte que ça siffle, donc c'est le branle-bas de combat quoi. Je prends un sac, je mets tout ce que je peux dedans, j'embarque mon fils sous le bras, je pars en taxi. Et en fait, quand j'arrive à l'hôpital, elles me font passer devant tout le monde. Elles me voient arriver avec le bébé, elles écoutent sa respiration. Elles me font passer devant tout le monde directement derrière dans le petit bureau des infirmières. Et en fait, en 10 minutes, alors moi ça m'a paru une éternité, mais en 10 minutes, je sais qu'il a une bronchiolite, une infection pulmonaire, une grave détresse respiratoire et que là, il faut vite lui mettre de la ventoline parce qu'il n'arrive plus à respirer tout seul. Donc en fait, en quelques heures, ma vie a basculé. Enfin, je crois pas qu'à ce moment-là, je me rendais compte que ma vie basculait parce que j'ai toujours, avant que ça s'éternise, je pense qu'à ce moment-là, je pensais que c'était un épisode comme ça peut arriver. Tout le monde est parti une fois aux urgences avec son bébé parce qu'il avait un problème, il respirait mal, il avait vomi ou je sais pas. Tu vois, c'est quand même un truc assez fréquent parce que finalement
on préfère, tu vois, assurer le coup et ne pas prendre de risques, donc on y va. Mais là, en fait, c'était en train de basculer, en fait. Et puis, j'ai passé la nuit à l'hôpital, puis la semaine à l'hôpital, en fait. Et voilà. Et en fait, il a été sous antibiotiques, etc. Et après ça, on a démarré, comme convenu, notre vie à 4, tu vois. C'est-à-dire qu'on est rentré au bout d'une semaine à la maison et on s'est dit que c'était reparti. Et en fait, non. Cette épopée là médicale, elle a démarré par cet épisode et elle a duré 14 mois au total. Tu vois, donc moi, sur le moment, je pensais que c'était une soirée. En fait, ça a été 14 mois. Et pendant les 14 mois, je pense qu'il y a eu deux phases, en fait. Dans les 14 mois, il y a eu une phase vraiment de maladie et une phase où j'ai un peu repris les choses en main et qui a été une phase de guérison, quoi. Waouh, j'ai des frissons de t'entendre. Ouais, mais moi aussi, j'en ai eu moi-même. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore d'enfants que je me rends pas compte que ça fait partie peut-être de la vie des parents d'aller un jour aux urgences. Je crois que j'y suis allée pour chacun de mes enfants, moi. Mais Mais j'imagine que souvent tu ressors en étant complètement rassurée, on te dit mais non, vous êtes inquiété pour oui, rien. voilà, on te file un petit médicament, des trucs. Ouais. Non, là, ça n'a jamais été. Là, quand je suis arrivée et qu'ils m'ont dit, vous savez, madame, votre fils est en grave détresse respiratoire. En plus, tu culpabilises à mort parce que tu te dis, comment j'ai pu le laisser arriver jusqu'à ce stade? Il a infection pulmonaire, bronchiolite, grave détresse respiratoire. Ça, je me dis, mais les trois en même temps, mais comment? Et pourtant, tu vois, ce qui m'a quelque part déculpabilisée, c'est qu'en fait, j'étais chez le pédiatre 5 heures plus tôt, quoi, ou 6 heures plus tôt, et que lui, il me disait qu'il y avait qu'un rhume. Donc, en fait, ça, je sais pas, tu vois, je me suis demandé plein de fois, est-ce que ça peut basculer si vite? Est-ce que juste le pédiatre n'a rien vu? Il a bâclé un peu le truc, et puis voilà, il a juste dit que c'était, je sais pas, mais c'est vrai que ça a été un vrai choc, hein. Ça a été un choc, et je me suis dit comment j'ai pu laisser ça, et puis surtout, si j'avais pas appelé le SAMU et qu'on s'était dit on attend pour voir, qu'est-ce qui se serait passé, quoi, tu vois, c'est. Ouais. Et après, du coup, dans les mois qui ont suivi, on a mis un mot sur la maladie de Robin, on vous a donné des solutions, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé du coup plusieurs fois aux urgences. Donc pendant à peu près 8 mois, tu vois, on allait, il y avait des crises répétées où en fait il avait du mal à respirer. Et en fait, on n'a jamais voulu mettre le mot asthme, justement. Tu vois, c'est drôle que tu poses la question parce que ils ont jamais voulu me dire, les médecins, que c'était de l'asthme du nourrisson, parce qu'en fait, ils considèrent que pour dire que c'est de l'asthme, il faut qu'il ait fait 3 bronchiolites. Et moi, il en a fait que 2. Et il a jamais fait la 3e, mais en même temps, je partais aux urgences tous les 4 matins parce qu'il respirait pas. Donc, au bout d'un moment, on a considéré que c'était de l'asthme, mais au début, c'était, il avait du mal à respirer, mais on me disait pas que c'était de l'asthme vraiment du nourrisson, on mettait pas le diagnostic là-dessus. Bon, après, c'est quand même venu assez vite parce qu'en fait, ça a été 8 mois d'aller-retour à l'hôpital, d'hospitalisation plus ou moins longue. Parfois, c'était une semaine, parfois c'était 2 jours, parfois c'était juste une nuit. D'escalade dans la médicamentation aussi, tu vois. En fait, c'était des mois où j'avais peur du coup de fil quand j'étais au boulot, en me disant peut-être que quelqu'un va m'appeler, peut-être que la crèche va m'appeler, que ça va pas du tout. Je savais pas trop si le soir j'allais dormir dans mon lit ou comment j'allais le retrouver. Il y a plein de fois où je suis arrivée, j'ai même pas dîné, je me suis même pas assise, tu vois. Je voyais son état, je me disais bon allez, on part direct. Et puis de 8 mois où on a jonglé avec nos boulots aussi, parce que du coup j'ai quand même repris le boulot. Et lui, il était à la crèche et en fait, on jonglait, donc c'était assez fatigant, quoi. C'était dur. Ouais, parce que à ce moment-là, du coup, tu avais quand même repris ta vie comme tu pensais la mener, tout en ayant en parallèle cette épreuve qui était pas au programme. Ouais, tout à fait. À quel moment, en fait, tu t'es rendu compte que ça allait plus être forcément compatible, ces deux choses? Bah en fait ça a été, tu vois, la première épisode a eu lieu fin août. Je pense que jusqu'à décembre-janvier ça a vraiment été la galère parce que on faisait des allers-retours à l'hôpital. Mais en fait j'arrivais à faire les deux si tu veux. J'étais fatiguée, je prenais sur moi évidemment, mais en fait la maladie de Robin n'impactait pas mon travail et le fait que je sois au travail n'impactait pas la maladie de Robin. Enfin en tout cas c'est ce que sur le moment moi c'est comme ça que je le vivais. À partir de janvier ou décembre, je sais plus si c'était décembre ou janvier, on a eu la machine, là, le nébuliseur à la maison. Donc déjà, on faisait moins d'allers-retours
à l'hôpital. Donc c'était encore beaucoup de stress et beaucoup de temps à la maison, mais j'avais moins les allers-retours. Donc ça restait compatible avec mon boulot. Et puis après, à partir de mai, c'est là où j'ai commencé vraiment à faire mes recherches sur des médecines alternatives, etc. On en parlera sûrement après. Où c'était quand même encore un marathon. Mais et là, ça a commencé un peu à être plus compliqué au boulot, mais je crois que de toute façon ma réflexion de fond était lancée et que tout ce début d'année là, de janvier jusqu'à juin, juillet, au moment où j'ai quitté mon boulot, en fait, ça a été une réflexion de fond. Je crois pas qu'à un moment ça ait plus été compatible du tout, mais c'est juste qu'à un moment je voulais plus de cette vie, quoi, tu vois. Ouais. Et tu t'en avais parlé autour de toi de ce que vous traversiez à ton boulot ou à tes proches. Enfin, comment tu verbalisais ce que vous traversiez? Bah, écoute, alors au boulot, oui, ils étaient au courant. Ils étaient au courant et d'ailleurs, je suis déjà partie 2 ou 3 fois en catastrophe. Tu vois, du boulot parce que Robin avait du mal à respirer et qu'il fallait l'emmener aux urgences. Donc de toute façon, ils voyaient bien qu'il avait des soucis de santé. Et après, dans mon entourage, eh ben oui, ils étaient au courant, bien sûr, ils étaient au courant. Mais en fait, c'est vrai que tu vois, je dis d'ailleurs à la fin de mon podcast qu'ils ont pas réussi en fait, je crois, à nous aider comme on aurait vraiment eu besoin qu'on nous aide. Est-ce que c'est parce qu'on a mal formulé? En fait, on est dans une machine à laver nous aussi, tu vois. Donc, je sais pas comment on le formulait. Je pense que quand on avait des copains qui venaient à la maison, en fait, on n'avait pas envie de parler de ça. On avait envie de parler de positif, donc ils savaient tout ce qui se passait, ils savaient qu'on partait souvent à l'hôpital. De toute façon, d'ailleurs, notre couple, le couple qui fait partie de nos meilleurs amis là, qui est dans l'histoire et qui est à chaque fois avec nous quand il y a une catastrophe, les pauvres, eux ils étaient là, donc tu vois, ils voyaient bien ce qui se passait. Mais je crois qu'on n'a pas, à part de nos parents, mais je crois que c'est un peu toujours comme ça finalement, qui nous ont vraiment aidés, tu vois, concrètement. C'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital avec Robin, ils étaient à la maison avec Noah, ou parfois la maman de mon chéri a passé quelques heures ou une journée à l'hôpital avec Robin quand vraiment on pouvait pas faire autrement. Concrètement, les amis, on en discutait, mais je pense pas qu'ils aient pris la mesure vraiment de ce qui nous arrivait. Et je sais même pas si nous, on avait vraiment pris la mesure de ce qui nous arrivait à nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a été soutenus mentalement, certainement, ouais. Après, en termes d'aide, vraiment, je crois il y a quand même des moments où on s'est vraiment senti seul. En fait, on était seul. Alors, on était à deux, on était seuls ensemble, quoi. Tu vois, on a vraiment fait une super équipe, mais je pense que quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre, tu peux pas vraiment, tu peux essayer d'aider, mais c'est tellement dur, en fait, que tu peux pas essayer d'aider. Tu vois, je l'ai revécu un peu après avec l'alitement, là, pour mon 3e. En fait, tant que tu n'es pas dedans, c'est tellement difficile à vivre que quand t'es extérieur, c'est pas simple, sauf à être la maman, la proche, la sœur, enfin, tu vois, vraiment, vraiment très très proche, mais c'est pas simple pour les autres non plus, en fait, d'aider. Ouais. Et tu te souviens ce que tu ressentais aussi à cette période quand tu t'es rendu compte que Robin il avait des problèmes de santé, que tu savais pas quand est-ce que ça allait se résoudre. Est-ce que il y avait, je sais pas, une forme de colère par rapport à l'injustice que ton bébé soit malade et pas le bébé des autres, ou de la peur ou autres émotions? Tu te souviens ce que tu ressentais? Alors ouais, j'avais peur. Ça c'est sûr que j'avais peur. J'avais peur tout le temps. À chaque fois qu'il y avait du mal à respirer, j'avais peur. Ça c'est sûr. Mais après, je crois que j'ai pas eu de sentiment de ce genre de sentiment négatif entre guillemets. Je crois qu'en fait, alors ça a été peut-être une faiblesse, mais ça aurait pu être une faiblesse, mais je crois qu'au final ça a été ma force, c'est que je l'ai jamais considéré comme un bébé malade. Et c'était certainement du déni, on est bien d'accord. Mais en fait, j'ai toujours pensé que ça allait s'arranger. Et tu vois, même à un moment, la psychologue chez qui je suis allée avec Noah, pensant que Noah avait un problème, alors qu'en fait, elle m'a dit que c'est plutôt moi qui devrais venir la voir toute seule. Là, j'ai pris quand même une petite claque ce jour-là. Ça prouve que déjà, je me rendais pas compte de ce que je portais sur les épaules. Et en fait, elle m'a dit, vous devez accepter que votre enfant est malade. Et quand elle m'a dit ça, mais je me souviens, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'est pas du tout malade. Enfin, je veux dire, il n'a pas une maladie comme on peut avoir une maladie infantile incurable ou quelque chose de vraiment très grave ou très lourd, tu vois. Je sais pas, j'avais cette intuition, ce truc de me dire qu'en fait, il allait guérir. Je lâchais rien, quoi. Je pense que peut-être que ça m'a aidée
Peut-être que j'étais dans le déni, hein, effectivement. Mais j'ai pas eu de sentiment de colère globale parce qu'en fait, je suis restée dans la détermination, quoi. Je suis restée dans la recherche de solutions, dans comment on va faire pour que ça aille mieux et à quel moment est-ce que ça va aller mieux. Mais je savais que ça irait mieux, tu vois. J'étais déterminée, j'étais sûre de ça. Après, j'ai eu sûrement de la culpabilité envers moi-même, tu vois, de me dire qu'est-ce que t'as mal fait pour qu'il soit malade comme ça, t'aurais peut-être dû l'allaiter, j'avais décidé de pas l'allaiter, il est arrivé prématuré, est-ce que c'est à cause de ça, on n'a jamais su me dire si c'est à cause de ça ou pas, et est-ce que c'est de ma faute s'il est arrivé prématuré, tu vois, j'ai eu de la culpabilité envers moi-même, ça beaucoup, mais je crois que c'est tout. Après, c'était vraiment de la recherche de solutions tout le temps, quoi, et de la survie, bien sûr, de la survie. Ouais. Est-ce que tu sais d'où elle t'est venue, cette conviction que les choses allaient s'arranger? Je crois qu'en fait, dans ma nature, j'ai pas tendance à lâcher, à lâcher beaucoup, et surtout, je crois que je ne pouvais pas. Je crois que c'est mon amour pour lui, en fait, qui m'a donné cette force, parce que je crois que je ne pouvais pas imaginer qu'il soit pas bien et qu'il soit pas bien à vie, quoi. Enfin, je veux dire, je pouvais pas imaginer qu'il soit malade et que ça continue comme ça. Il était tellement mal. Moi, je l'aimais tellement fort que, en fait, je crois que je pouvais pas l'imaginer. C'est mon amour pour lui qui m'a donné cette force, donc c'est sûr. T'as parlé d'une deuxième phase dans la maladie de Robin, parce que du coup, si je comprends bien, t'as passé plusieurs mois à suivre, voilà, ce que les médecins te préconisaient pour Robin, et ensuite t'as, j'ai l'impression, pris les choses en main toi-même. Qu'est-ce que tu as fait et de quoi ça t'a fait prendre conscience? Alors en fait, je crois que j'ai eu le premier déclic effectivement. Donc après tous ces mois d'hospitalisation, en fait, on a fait un séjour à l'hôpital Necker de 3 jours avec IRM, test de sueur, enfin plein de choses pas très sympas, et notamment une anesthésie générale et une fibroscopie. Donc à ce moment-là, il avait 1 an, 15 mois. Et en fait, j'ai eu un premier déclic à la fin de ce séjour quand le pédiatre qui s'occupait de lui, donc on est quand même dans l'un des hôpitaux les plus réputés au monde en matière de maladies infantiles. Je me suis rendu compte en étant sur place que les gens venaient du monde entier pour se faire soigner là. Et en fait, le dernier jour avant de partir, le médecin nous dit alors voilà, vous avez 3 mois d'antibiotiques, on n'est pas sûr que ça marche vraiment, mais en tout cas, chaque hiver devrait être moins pire que le précédent. Et en fait, cette phrase, mais on se l'est répétée plein de fois avec mon chéri après, en se disant mais comment on a pu nous dire une phrase pareille? En gros, croisez les doigts, croisez les bras, attendez de voir ce qui se passe, ça devrait aller mieux dans quelques années. Et en fait, cette phrase, elle m'a fait un déclic et je me suis dit, mais si même Necker me dit ça et ne peut pas sauver mon fils, en fait, c'est moi qui vais le faire parce que je vais pas rester, je pouvais pas rester. En plus, c'est dans ma nature vraiment d'être dans l'action, je crois, tu vois, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Je vais pas rester les bras croisés à attendre de voir ce qui va se passer, c'est impossible. Et donc là, je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Il faut que j'essaye d'autres voies, d'autres choses. Et le deuxième déclic, justement, a été quand j'ai appelé la tante de mon chéri, là, qui travaille dans un labo de commercialisation de produits naturels. Et je lui ai dit, il faut que je préserve un peu l'immunité de Robin. Comment je fais? Et tu vois, même ça, je sais même pas d'où ça m'est venu, parce que moi, je suis née dans une famille où on n'a jamais été voir un naturopathe, on n'a jamais pris d'homéopathie, on n'a pas du tout, on était vraiment au Doliprane quand ça allait pas, limite aux corticoïdes quand on avait trop mal à la gorge. Enfin, tu vois, on était vraiment dans les médicaments, quoi, hein, comme la majorité des Français. Et je sais pas comment, je pense que c'est les 3 mois d'antibiotiques où vraiment c'est une durée tellement longue que je me suis dit, il va falloir protéger quand même son corps. Et donc, Florence m'envoie chez Johanna, la naturopathe, et là, le rendez-vous de la naturo, ça a été vraiment le déclic. Et du coup, après ce rendez-vous-là, effectivement, on a fait beaucoup de choses. Donc, à commencer par la naturopathie. Donc, il avait, tu vois, il y avait 2 choses. Il fallait renforcer son système immunitaire. Donc, il avait beaucoup de probiotiques, des gouttes, des granules, des plantes, etc. pour renforcer son système, le remettre à flot, en fait. Et ensuite, la deuxième phase, c'était d'arrêter d'attaquer son système immunitaire. Parce qu'elle m'a dit, en gros,
Si vous remettez à flot son système immunitaire et si vous arrêtez de l'attaquer, certainement qu'il sera guéri parce qu'en fait, notre immunité, elle est à de 70 à 80% présente dans nos intestins, dans notre flore intestinale en fait. Et du coup, la qualité de ta flore intestinale, de ça va vraiment dépendre les maladies et les soucis de santé que tu vas pouvoir avoir. Et donc du coup, elle était persuadée qu'en remettant tout ça à flot, son asthme et même son eczéma, parce qu'il avait de l'eczéma du coup, allait disparaître en même temps. Donc voilà, donc ça a été de la naturopathie. Donc on a changé son alimentation et la nôtre au passage. On a arrêté le gluten, on a arrêté le lactose. J'ai découvert des tonnes de céréales dont j'avais jamais entendu parler. Et puis moi, de mon côté, tu vois, je continuais aussi à vouloir faire plus de choses, donc notamment pour son eczéma. Donc j'ai commencé à faire ma lessive moi-même. Donc on a changé tous nos produits d'entretien dans la maison, tous nos cosmétiques aussi. Et donc j'ai changé de regard, sur plein de choses, plein d'habitudes de notre vie qui n'étaient plus compatibles en fait. Avec tout ce que je commençais à mettre en place avec Johanna et je comprenais que c'était la bonne voie en fait. Donc après, ça a entraîné aussi des changements dans notre façon de consommer, d'acheter les choses parce que du coup t'achètes plus vraiment au même endroit. Donc j'ai commencé à être beaucoup plus responsable en achetant mes vêtements, mes meubles, la déco pour la maison. Et puis finalement, on est arrivé à essayer de faire de plus en plus de zéro déchet parce que finalement tout ça c'est lié en fait. De vouloir plus de choses naturelles pour toi, c'est aussi lié à vouloir plus de choses qui sont bonnes pour préserver la planète. Puis en fait, c'est le retour à la nature, quoi, en gros, à des choses plus naturelles. Et donc voilà, donc on a commencé à mettre un compost dans le jardin, à faire attention à nos déchets, à acheter en vrac. Mes enfants, je les soigne plus du tout comme avant, c'est-à-dire en fait, je les soigne pas parce que je fais que de la prévention. Donc en fait, ils sont jamais malades, ils ont pas été malades Robin depuis sa dernière crise a pas été malade. Noah n'est jamais malade non plus. Dès qu'ils ont un petit rhume, je rattrape avec des produits naturels, ils prennent des vitamines tous les jours. Voilà, donc en fait, je pense qu'on a tout changé. Et à la fin, j'ai changé aussi mon travail, puisque au-delà de ce retour au naturel, je crois que j'ai eu une prise de conscience aussi sur l'envie d'être vraiment actrice, tu vois, de ma propre vie. Là, j'étais devenue actrice, en fait, de la santé de Robin, et actrice de notre vie, de notre impact sur le monde et sur la planète. Et du coup, j'avais envie de devenir plus actrice de ma vie professionnelle. Alors, je crois que j'ai jamais été complètement passive, entre guillemets, parce que finalement, j'ai pris pas mal de risques dans ma vie professionnelle, même si quand tu regardes mon CV, c'est assez linéaire, puisque j'ai toujours été dans la maroquinerie. J'ai évolué, tu vois, j'ai commencé stagiaire, puis chef de produit junior, puis chef de produit, puis à la fin chef de groupe. Donc c'est quand même, tu vois, un parcours sans encombre, entre guillemets. Mais j'ai changé quand même 5 fois d'entreprise parce que à chaque fois que j'étais plus bien, je changeais. J'ai jamais accepté de rester à un endroit parce qu'il fallait rester si j'étais pas bien. Tu vois, j'ai quitté Vuitton pour André. André, ça marchait plus. J'ai laissé tomber André alors que j'avais rien derrière parce que je me sentais plus alignée avec ce job-là. Donc j'ai quand même été, tu vois, globalement assez actrice et je me suis jamais endormie sur un poste. Mais là, j'avais vraiment envie de prendre les choses en main et je me rendais compte qu'en fait, ce qui me manquait dans mes jobs précédents, déjà, c'était le sens. Tu vois, là, j'étais en vraie recherche de sens avec toute cette histoire. Et puis, la liberté. En fait, je crois que je suis vraiment profondément quelqu'un de libre. J'ai vraiment besoin de liberté pour être épanouie. Et du coup, créer mon propre job, ça me permettait de créer mon propre équilibre perso-pro aussi, tu vois, et de construire la vie qui me correspondait vraiment. Et je crois que celle-ci, elle m'allait pendant 10 ans, elle était vraiment ce que je voulais. Mais je crois qu'à ce moment-là, après tout ça, elle me correspondait plus, quoi. J'avais besoin de vivre par moi-même. Et je crois qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que je voulais les deux, que je voulais une vie pro épanouie et libre, et aussi que je voulais voir mes enfants. Et tu vois, d'avoir passé beaucoup de temps à m'occuper de Robin, j'avais un job à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un job dans lequel je pouvais aussi m'occuper de lui finalement, parce que je partais à des heures improbables du bureau. Tant que mon boulot était fait, ça marchait, tu vois, donc j'étais quand même assez autonome sur mon poste, heureusement. J'avais pas une grosse équipe à gérer ou des gens qui dépendaient de moi.
Mais je me suis rendu compte que c'était hyper important d'être là pour eux, pour moi. Et j'ai eu des parents super présents quand j'étais petite. Tu vois, je revois vraiment le visage de mon père dans l'encadrement de la porte là le vendredi soir qu'il venait me chercher. Je m'en souviens encore du bonheur que ça me procurait de voir qu'il venait me chercher à l'école. Et ça, j'étais pas prête à le laisser tomber. Et pendant toute cette période où j'ai réfléchi à mon job d'après, j'ai passé plein d'entretiens. Donc j'étais chez LVMH à ce moment-là. Plein d'entretiens dans le groupe. Et en fait, notamment un process qui a duré très longtemps et dans lequel je me suis rendu compte que si j'avais ce job, je ne verrais plus mes enfants, en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, en fait, toutes ces 6 mois, tout s'est fait en parallèle, tu vois. Et j'ai un peu fait une digression, là, mais ça fait partie des changements. Ça fait partie des changements liés à l'histoire de Robin. Et je me suis rendu compte pendant ces 6 mois que de tous ces éléments-là et du fait que moi, ma vie, maintenant, elle allait être m'occuper des enfants, être libre dans ma vie pro et créer mon propre job, créer mon propre équilibre, ma propre vie, tu vois, et pas celle du voisin. Ouais, c'est super inspirant. J'avais 2 questions par rapport à ce que tu partages. La première, c'est tu racontes ça de façon très naturelle, mais ça me paraît quand même être un énorme changement Oui. de se dire pendant 30 ans, j'ai vécu comme la moyenne des gens, sans faire spécialement attention aux produits ménagers que j'utilise ou à la nourriture que je mange. Peut-être en priorisant aussi la praticité, notamment quand on a des enfants en bas âge, ça peut aussi quand même être c'est source un argument. Oui, c'est source de difficulté, je te le cache pas. Comment tu as accepté que maintenant il allait falloir faire autrement, plus compliqué, peut-être plus cher, plus d'organisation, plus de temps de préparation, tu te sentais pas, je sais pas, fatiguée ou un peu fatiguée à l'avance de savoir qu'il allait falloir faire tout ça, quoi. En fait, je crois que j'étais au pied du mur, tu vois, finalement, comme ce que vous racontez dans vos histoires de burn-out, c'est que quand t'as plus le choix, en fait. Tu vas puiser ce qui est vraiment important. Et là, je savais qu'il fallait que je le fasse pour sauver Robin. C'est-à-dire que la lessive maison, elle allait préserver sa peau parce que son eczéma, le pauvre, il y a des jours il se grattait, mais toute la journée c'était l'enfer. Donc je savais qu'en fait ça allait l'aider. Tout ce que j'ai fait au début, c'était pour l'aider. Et du coup, ça, c'était naturel, quoi. Si tu veux, ça me demandait. Alors, je peux pas dire que ça me demandait pas d'effort parce que notamment les rendez-vous chez la kinésiologue. Après, tu dois évincer certains aliments, donc tu te retrouves pendant 24 heures à plus pouvoir lui donner ni de fruits, ni de légumes, ni de gluten, ni de lactose, ni de rien du tout. Donc là, tu te dis quand même dans quoi est-ce que je me suis lancée. Mais en fait, ça a été au début vital. Et je crois que le fait que ça a été vital, ça nous a mis déjà sur des rails. On a pris des habitudes et une fois qu'on les a prises, on s'est dit on peut plus faire autrement. Une fois que tu as un compost dans ton jardin et que tu mets tes épluchures de carottes dedans, je peux te dire qu'après, le jour où tu l'utilises plus, ça nous est déjà arrivé pour diverses raisons, quand les mettre dans la poubelle, ça te fait mal au ventre en fait. Tu vois, parce que vraiment, t'as ancré quelque chose. Après, c'est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont fait rapidement parce qu'on n'avait pas le choix. Mais là, on est encore en train de travailler. On est très, très, très loin du compte. On est très loin d'être une famille zéro déchet. Hein, je te le confesse. Là, vraiment, on achète encore des choses sous plastique. On achète encore des choses mais on le sait quand on le fait que c'est pas bien. Et je pense que c'est l'étape vers la suite où on sera encore plus respectueux et chaque jour, on fera de mieux en mieux. Mais il y a plein de fois où on n'y arrive pas. Hein, tu vois, et c'est très, très long à mettre en place. Ouais, tu dis on. Ah, parce que je parle de mon chéri aussi. À quel point c'est un projet de famille et à quel point vous vous êtes vite retrouvés derrière cette nouvelle façon de vivre? En fait, on a du mal à se retrouver. Enfin, on a du mal à se retrouver. Non, mais mon chéri est un peu moins à fond que moi. Donc, je t'avoue que c'est des discussions à n'en plus finir sur je t'avais dit d'arrêter d'acheter de la tisane en sachet alors qu'on a de la tisane en vrac. Oui, mais quand même, c'est plus pratique. Enfin, bon, tu vois, on a des discussions comme ça, je pense, 3 fois par semaine. Mais je crois que le fait que ce soit un sujet, en fait, c'est déjà bien. Tu vois, ça veut dire qu'on est dedans. Et si ça pouvait être comme ça dans toutes les familles françaises, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Mais on s'y retrouve parce qu'en fait, il sait quand même qu'on a sauvé notre fils grâce à ça. Donc, à un moment, là, ça c'est un argument imparable. Il fait des efforts aussi parce que, en fait, il fait des efforts sur les sujets qui l'intéressent. C'est-à-dire que le jardin, le compost, tous les trucs comme ça, il gère super bien. Il y a des choses qui l'agacent à mort. Enfin, franchement, il y a des choses, c'est sûr qu'avec 3 enfants,
bon ben tu vois, t'as pas très envie des fois d'aller acheter ton truc en vrac et t'as plus envie d'acheter une pizza surgelée. Donc il y a des jours où on est super et il y a des jours où on est nul. Enfin tu vois, on fait pas bien quoi. Mais on se rejoint parce qu'il sait en fait, il sait que c'est important pour demain. Il sait que c'est important pour la vie de nos enfants et qu'on va leur laisser un monde quand même extrêmement compliqué. Ils vont avoir du boulot, hein, les pauvres. Donc voilà, il est obligé de me rejoindre là-dessus. Puis on a vécu tout ça ensemble, donc il a bien vu toutes les étapes par lesquelles j'étais passée. Et en fait, je lui ai détendu dessus, je pense, quelque part. Mais c'est pas simple tous les jours. Et franchement, il y a des habitudes qui sont extrêmement longues à mettre en place. Tu vois, typiquement le shampoing. Alors pour les enfants, c'est super, shampoing solide depuis le début, il y a aucun problème. Moi, mes cheveux, c'est une catastrophe, quoi. J'ai fait solide, ça a marché un moment. J'ai eu des cheveux horribles, ils étaient tout secs, donc je suis repassée à autre chose. Je suis revenue complètement en arrière. Puis finalement, j'ai revendu mes masques que j'avais en me disant c'est pas possible, faut que tu fasses mieux. Je suis passée au shampoing liquide acheté dans un truc bio, naturel. Enfin, tu vois, je galère depuis 2 ans. Hein. Ouais, tu tâtonnes, quoi. Complètement. Il y a des sujets qui vont tout seuls et il y a des sujets qui marchent pas. Donc voilà, donc on fait au mieux, quoi. Et je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que tu te dis que tu n'aurais pas changé finalement ta façon de vivre, voire ton travail sans la maladie de Robin? Eh ben si, justement. En fait, je pense que tout ça aurait changé, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. En fait, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps avec cette histoire parce que, encore une fois, on était au pied du mur. Mais je pense que, tu vois, la petite graine de l'entrepreneuriat, je l'avais depuis un moment. Plusieurs fois, j'ai quitté mes jobs en me disant que j'allais monter ma marque et je l'ai pas fait. Ça faisait plusieurs années que ça traînait un peu cette histoire. Et que pour diverses raisons, je préférais repartir en CDI, en emploi plus stable. Et puis l'écologie, tout le monde est en train de s'y mettre, donc je pense qu'on l'a peut-être fait un petit peu plus tôt que tout le monde. On a été plus motivés plus vite aussi parce qu'on n'avait pas trop le choix. En revanche, ce que je lui disais, c'est qu'il y a une chose qui a changé, sur laquelle j'ai changé de regard et qui a changé, je pense qu'il a changé beaucoup de choses dans ce que je suis aujourd'hui. Et pour le coup, ça n'aurait pas marché s'il n'y avait pas eu l'histoire de Robin. C'est ma maternité et l'arrivée de mon 3e enfant. Parce que j'ai vécu l'accouchement et l'arrivée de mon 3e enfant de manière complètement différente de mes 2 premiers. Et je pense que si l'histoire de Robin n'était pas arrivée, j'aurais réagi trop vite sur ces sujets ou j'aurais jamais réagi et j'aurais pas vécu, j'aurais pas accueilli ce 3e enfant de la même manière, tu vois. Ok. On y reviendra parce que ça m'intéresse. Ouais. Je me demandais du coup si dans la 2e phase, celle où tu as commencé du coup à prendre les choses en main par toi-même, oui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu as senti que la maladie de Robin, ça allait être derrière vous désormais ? Ouais. Le moment où on a arrêté les antibiotiques. Le jour où on a arrêté les antibiotiques, en fait, il y avait le fameux ostéopathe chez qui j'allais régulièrement et qui me donnait pas mal de conseils sur les médecines naturelles. En fait, il m'avait dit que les antibiotiques allaient tuer 90% de tous les probiotiques et de toutes les bonnes choses, entre guillemets, que je donnerais à Robin. Et du coup, je savais qu'il y avait à peu près que 10% qui fonctionnaient. Ça faisait 3 mois que je lui donnais des bonnes choses, mais en me disant des probiotiques, mais en me disant que ça ne fonctionnait qu'à 10%. Et le jour où on a arrêté les antibiotiques, je me suis dit, alors là, c'est parti. Je sais pas, j'ai senti, alors c'était sur le moment, j'avais aucun indice, donc c'était vraiment psychologique, mais dans ma tête, j'étais passée de 10% à 100%, et je savais que ça allait le booster, quoi. Et en fait, on a arrêté 2 semaines après, je crois, la ventoline. On a arrêté la ventoline le 25 juin et on avait arrêté les antibiotiques le 10 juin, tu vois. 2 semaines après avoir arrêté les antibiotiques, on a arrêté la ventoline. Et je l'avais senti, tu vois, je l'avais senti, je savais qu'il manquait plus que ça, en fait, qu'il fallait que les antibiotiques qui tuaient les bactéries s'arrêtent parce que les antibiotiques, c'est extrêmement mauvais pour le corps. Donc, à chaque fois que je lui donnais, je me disais, oh là là, c'est pas possible, je suis en train encore d'enfoncer sa situation. Donc, du jour où on a arrêté, je savais que c'était bon et c'était effectivement bon. Chouette. Alors, de cette histoire, tu as fait un podcast. Oui. Où tu as raconté l'histoire de Robin. Oui. Pourquoi ce projet ? Alors, en fait, ce projet est né
de mon parcours à l'Institut français de la mode. En fait, quand j'ai quitté mon job, j'ai postulé à un incubateur, en fait, en gros, à l'Institut français de la mode, qui m'a accompagnée pendant 6 mois dans le démarrage de la création de ma marque. Et en fait, il y avait un prof dans ce parcours-là qui m'a dit, c'est lui qui m'a motivée à écrire l'histoire. En fait, quand on crée une marque, en tout cas au sein de ce programme, on travaille beaucoup sur l'identité future de la marque, sur la raison d'être, sur la mission de la marque. Et en fait, pour travailler sur la mission de la marque que tu es toi-même en train de créer tout seul, il faut travailler sur toi, ta propre raison d'être et ta propre mission de vie. Si tu veux que ta marque soit vraiment cohérente avec toi et qu'elle ait du sens et que tu sois bien aligné avec. Et du coup, on a discuté, je lui ai un peu expliqué mon parcours, etc. Et je lui ai expliqué que la création de cette marque était aussi née de la maladie de mon fils. Alors c'était plutôt le déclencheur, on va dire, tu vois. Et du coup, il m'a dit, tu sais, tu devrais vraiment écrire ton histoire. Alors moi, j'ai toujours adoré lire. J'écrivais déjà des discours pour des mariages, des pots de départ, des choses comme ça. J'ai toujours bien aimé écrire. J'écrivais plutôt des sortes de poèmes, tu vois, avant. Et il m'a dit, si tu aimes bien écrire, tu devrais écrire d'abord ton histoire et ensuite travailler sur l'identité de la marque. Ne fais pas les choses à l'envers, en fait. C'est d'écrire ton histoire qui va te donner toutes les billes pour avoir une identité qui soit solide. Et en fait, j'ai commencé à écrire en me disant, bon, bah, de toute façon, je crains rien, j'essaye, on verra. Et en fait, j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré, je pouvais plus m'arrêter. J'écrivais tout le temps, tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances, j'écrivais tout le temps. Et je me suis dit que c'était aussi une belle trace à laisser à mon fils plus tard. Et puis, plus j'écrivais, et plus je me disais, mais en fait, j'ai fait des découvertes pas possibles. C'est pas possible que je ne donne pas cette info à d'autres parents, parce que en fait tous les thérapeutes auxquels j'ai eu accès, faut les trouver, faut aller les chercher, faut discuter, faut avoir la bonne adresse. C'est super compliqué quand même de se mettre dans un tel dans un tel état d'esprit, tu vois, d'aller faire de la kinésiologie, de la naturopathie, etc. Et puis moi j'ai eu la chance aussi d'avoir les bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont bien aiguillée. Mais la personne qui n'aura pas le bon conseil, elle pourra pas aider son enfant. Et donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je le partage et que ça pouvait pas rester juste dans mon ordinateur. Voilà. Et puis après, sur la façon de le diffuser, autant te dire que j'ai tergiversé pendant des jours, des semaines, parce que moi j'aime bien le papier, j'aime bien les livres, et tout ça. Mais en même temps, en parallèle, j'écoutais plein de podcasts depuis le moment où j'avais eu envie de créer ma marque. Et d'ailleurs, c'est aussi des podcasts qui m'ont donné envie de me lancer. Et donc en fait, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'un livre, il va falloir payer, il va falloir quelqu'un me l'édite, donc ça ça va durer des mois et ça n'arrivera jamais. En plus, il faut payer. Je voulais vraiment que ce soit un contenu qui soit accessible au plus grand nombre, le plus facilement possible et gratuitement, parce que en fait je vendais juste mon expérience, des conseils de maman et rien de plus, mais je voulais vraiment aider les gens, quoi. Et puis j'adore les podcasts comme toi, donc j'avoue j'étais assez contente de me lancer dans l'aventure aussi. Même si j'avais peur de ce que ça pourrait donner, parce que mon format est particulier. Les épisodes sont très courts, je parle toute seule, donc pendant un moment je me suis demandé si ça allait être bien, quoi, tu vois, juste si les gens allaient écouter. Et je sais pas, j'ai suivi mon intuition, je le voyais que comme ça en fait, donc je l'ai fait. Voilà, et puis je prenais pas beaucoup de risques et puis finalement c'était pas mal. Trop bien. Ouais, effectivement, je confirme. Je t'invite à l'écouter. D'ailleurs, je voudrais parler du nom de ce podcast, oui, puisque tu l'as appelé Du chaos naissent les étoiles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nom et de l'histoire, enfin de ce qu'il veut dire pour toi? Eh ben, en fait, cette phrase, c'est une phrase de Charlie Chaplin. Je suis tombée dessus sur Internet, je crois, en cherchant le nom de ma marque, en fait, de la marque de maroquinerie, parce que les deux sont vraiment liés et j'ai travaillé les deux en parallèle pendant plus de 6 mois avant d'être alitée pour ma grossesse, en fait. Donc je faisais un peu les deux en même temps et j'avais vraiment à cœur que les deux soient liés. En fait, les valeurs et les marques de ma marque de maroquinerie, c'est vraiment les valeurs du podcast, en fait. Tu vois, c'est une suite logique. Hein. C'est quoi ces valeurs ? Alors il y a la valeur d'éco-responsabilité déjà, l'amour aussi. Faudrait que je peux pas tout te dévoiler non plus, mais il y a vraiment l'idée de liberté,
En fait, je veux créer une marque de maroquinerie qui soit pour les femmes libres, écolos qui se baladent à vélo, les mamans qui ont besoin de leurs mains, les entrepreneurs qui portent des ordinateurs et qui ont besoin d'avoir, tu vois, un sac qui soit fonctionnel. Donc, pour moi, c'est vraiment le sac qui libère la femme, entre guillemets. Et donc, cette liberté et cette prise en main de la vie, tu vois, aussi que j'ai vécue avec la santé de Robin. Ça, c'est des valeurs qui sont super fortes et qu'on retrouve dans ma marque. Donc tout est vraiment lié. Les deux sont liés, même si ça peut paraître bizarre de parler de maladie d'un enfant et de sac à main pour femme. En fait, au fond, c'est deux choses. Donc ça se rejoint sur plein d'aspects. Ouais, mais j'ai bien aimé en fait ce titre. Pour moi, il a résonné avec un cadeau mal emballé, parce que ça, c'est un peu la même histoire de dire que parfois des moments difficiles peuvent naître des petites pépites qu'on n'aurait pas imaginées. Toi, tu m'as parlé notamment de la maternité de ton 3e enfant, donc Sacha, qui est né cette année. Concrètement, qu'est-ce que l'épreuve de la santé de Robin t'a apporté dans ta maternité, et notamment ta maternité avec Sacha? Eh ben, écoute, en fait, je crois que j'ai complètement changé de regard. Alors, pas sur la maternité, sur l'éducation, sur la parentalité et tout, parce que ça, j'étais déjà bien droite dans mes bottes et j'avais déjà, tu vois, bien avancé là-dessus avec mes 2 premiers. En revanche, l'accouchement, c'est un moment qui est super important dans la vie d'une femme et on le dit pas assez. Et en fait, j'ai voulu, après tout ça, redevenir actrice de mon accouchement. Tu vois, je suis redevenue actrice de ma vie, actrice de notre santé, actrice de mon avenir professionnel. Et là, j'avais décidé qu'en fait, ce moment, il serait à moi, et je me suis rendu compte de plein de choses qu'on ne nous dit pas quand on est enceinte. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, on nous fait croire qu'on n'est pas capable d'accoucher toute seule, que c'est un gynécologue ou une sage-femme qui nous accouche. D'ailleurs, c'est le terme qu'on dit, qui nous accouche. Et alors qu'en fait, on est toutes capables d'accoucher dans notre voiture ou dans un champ si on était toute seule, quoi. Tu vois, le corps sait faire. Il faut juste, en fait, déconstruire tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petite fille, finalement. En fait, pour accoucher en confiance, il faut un environnement qui soit propice. Il faut avoir confiance en soi et en son corps. Et en fait, tout ce qui est mis en place aujourd'hui dans les salles de naissance à l'hôpital, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Rien n'est fait pour qu'une femme puisse accoucher seule. Et du coup, on en arrive à ne plus laisser le corps sécréter les bonnes hormones pour accoucher. Donc en fait, comme dans l'histoire de Robin, on ne va pas laisser le naturel en fait, et on va pas laisser le corps prendre toute sa place pour faire les choses. On va plutôt apporter des médicaments pour guérir, alors qu'en fait c'est plutôt les causes et la base, la personne en fait qui doit agir. En fait, dans l'accouchement, il y a de l'interventionnisme, comme j'en ai eu comme j'en ai vécu dans l'histoire de Robin, et notamment dans le moment où la pneumologue veut continuer les corticoïdes alors que moi je sais qu'il va mieux et que c'est pas la peine. Et ben pour moi, notamment la péridurale, en fait c'est de l'interventionnisme, parce qu'en fait si on laissait à la femme toute sa place pour qu'elle puisse accoucher seule, elle en serait totalement capable. Et donc du coup j'ai vraiment rebasculé complètement les choses dans ma tête. J'avais accouché avec péridurale pour les 2 premiers. J'ai préparé un accouchement physiologique pour le 3e, pardon. Et tout ça, ça a été un peu dans cette envie de retour au naturel. Et puis en fait, je crois que je pouvais plus les médicaments, les piqûres. J'ai bien compris qu'en fait, on pouvait s'en sortir seul si on était préparé, si on était fort. C'est ce que j'ai fait avec Robin. Et en fait, c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même. Pour mon accouchement. Et tu vois, tu parles d'un cadeau mal emballé, c'est drôle parce que je pense que mon alitement, j'ai été alitée pendant 3 mois et demi, en fait mon alitement c'était un cadeau mal emballé. Parce qu'en fait j'ai été obligée de me focaliser là-dessus.
j'avais déjà dans l'idée de changer ma façon de faire pour l'arrivée de ce bébé. Mais je sais pas si je l'aurais vraiment fait en étant dans ma vie quotidienne avec 2 enfants. J'aurais continué de bosser sur ma boîte alors que là, j'ai tout arrêté pendant mon alitement. Et je me suis juste focalisée sur l'accouchement. Et du coup, j'ai creusé, j'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai fait des formations en ligne, des formations sur l'accouchement physiologique tellement plus utiles que ce qu'on nous apprend à la maternité pendant nos séances de préparation. Tu vois, je sais pas si j'aurais réussi mon projet si j'avais pas été alitée. Chouette, ouais, j'entends aussi un fil rouge sur la confiance en soi et l'intuition que tu as peut-être gagnée avec Robin, complètement. Et que tu réutilises aujourd'hui dans ta vie. Et puis c'est drôle, tu vois, la vie te met face à des situations improbables parce que je me suis retrouvée du coup pendant ma grossesse dans la même situation, exactement la même que celle dans laquelle je m'étais retrouvée pour mon premier fils Noah, où je m'étais laissée guider. En fait, on m'avait dit vos plaquettes sont basses à la fin de la grossesse, donc on va vous donner des corticoïdes pendant 2 semaines et ensuite on va vous déclencher. Et j'avais dit d'accord, tu vois, j'avais suivi ce qu'on m'avait dit. Et là, j'aurais dit alors non, déjà, je vais pas prendre de corticoïdes et en plus, c'est hors de question que vous me déclenchiez. Donc tu vois, j'étais exactement dans la même situation. Et en fait, j'ai répondu, déjà j'ai pris la parole, j'ai dit que j'étais pas d'accord et j'ai fait complètement l'inverse. Et en fait, ce projet d'accouchement, il y avait le côté physiologique du coup, mais il y avait aussi, j'avais un projet d'accouchement à la maison. Alors là, les gens de mon entourage qui n'étaient pas au courant, s'ils m'écoutent, voilà, ils auront l'info. J'avais, pour des raisons médicales, du coup, à cause de mes plaquettes, ça n'a pas été possible. Mais c'était aussi un de mes projets parce que tu vois, l'histoire de Robin, ça a vraiment été une histoire de préserver l'immunité, enfin en tout cas de remettre l'immunité de cet enfant à flot. Et en fait, l'accouchement à la maison, alors il y a 1% des femmes qui accouchent à la maison, donc c'est vraiment en France, donc c'est rien du tout. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment la clé de l'immunité des générations futures, parce que du coup, pendant l'histoire de Robin, je me suis bien renseignée. En fait, la flore intestinale d'un bébé, elle se joue beaucoup dès les premières secondes de sa naissance, où il est colonisé par toutes les bactéries qui l'entourent. Et les bactéries de ta maison, c'est les bonnes bactéries, alors que les bactéries de l'hôpital, c'est des bactéries qui sont bien moins bonnes pour constituer une flore intestinale solide. Donc j'avais ça, c'était un des éléments qui faisait que j'avais envie d'accoucher à la maison. J'avais tout mis en place, on avait la sage-femme et tout était prêt. Voilà, mais pour des raisons médicales, j'ai pas pu parce que tous les signaux doivent être parfaitement au vert pour ne prendre aucun risque. Voilà, mais donc tu vois, j'étais allée loin. J'étais allée loin dans le changement de paradigme, enfin dans ma tête sur le changement de regard sur l'accouchement. Oui, je trouve ça chouette de réaliser que voilà, tu as eu 2 enfants en faisant d'une certaine façon et en fait les choses sont pas figées et tu décides de faire autrement pour le 3e et tu as vraiment cette capacité à réinventer ta vie et tes façons de faire et tes croyances, j'ai l'impression de façon assez naturelle, même si j'imagine que ça a été parfois difficile. En tout cas, c'est très inspirant de voir que c'est toujours possible en fait de changer qui on est, même si ça fait 20, 30 ou 60 ans qu'on fait d'une certaine façon, on peut encore changer. Ça, c'est sûr. Et puis après, t'es récompensé aussi par la vie, je trouve, parce que tu vois, l'arrivée de Sacha, donc mon 3e, ça a été... alors je dirais pas que ça a été comme une réparation, parce qu'en fait mes 2 premiers accouchements, moi je les ai très bien vécus malgré tout ça, parce qu'en fait c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là finalement, tu vois, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, donc j'étais parfaitement alignée avec mes 2 premiers accouchements. Mais en fait cet enfant, déjà il a tenu tout l'alitement jusqu'au bout. Il a tenu jusqu'à la date qu'on lui avait dit. Il devait pas arriver avant cette date-là. Il a tenu. Il m'a laissé 2 semaines avec mes 2 garçons pour que j'en profite aussi parce que j'avais pas été à table avec eux depuis 4 mois, assise à manger avec eux, donc il commençait un peu à trépigner. Et je pense que s'il était arrivé tout de suite, Sacha, ça aurait été vraiment difficile pour les 2 premiers parce que après, j'avais un bébé collé à moi toute la journée. Il a pas traîné trop non plus parce que la semaine d'après, il y avait l'anniversaire de son frère, je voulais pas que ça tombe le même jour. Et puis sinon j'aurais été déclenchée aussi. Et ça pour moi c'était hors de question. J'ai réussi à faire mon accouchement physiologique, l'allaitement. Et puis en fait il y a eu plein de petits détails qui étaient un peu comme le bébé qui vient comme un cadeau après tout ça. Il est arrivé par des températures printanières alors qu'on était en janvier et que mon premier est né par 40 degrés et mon 2e sous la neige. Donc j'ai jamais eu, tu vois, le truc
tout doux. Ça a toujours été un peu brutal niveau environnement en fait. Et aussi, c'est un bébé qui est né coiffé. Alors, je sais pas si c'est pas très connu, mais en fait, un bébé qui est né coiffé, c'est un bébé qui naît dans sa poche de liquide amniotique. Les sages-femmes n'en voient pas souvent, donc ça a été un peu l'événement à la maternité. Et en fait, on dit que ça porte chance. Ah, je connaissais pas. Super, j'ai trouvé ça super chouette que ce soit lui le 3e après tout ça, tu vois, qui arrive et qui porte chance. Et il a pas du tout pleuré. Il a pas du tout pleuré à la naissance, ce qui est aussi assez rare, mais voilà, on a eu l'impression d'avoir un bébé serein qui arrivait dans notre famille. Donc il y a eu plein de petits signes, tu vois, super chouettes en fait pour clore tout ça. Super. Merci beaucoup Gaëlle pour tous ces partages. Avec grand plaisir, Laura. À bientôt. Merci, à bientôt, bye bye, bonne continuation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite.